Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. La fureur de Cain. Le mois de juillet venait tout juste d'arriver et avait amené avec lui une chaleur de plus en plus dure à supporter. Cet été 1913 devait être un des plus chauds que le comté ait jamais connu. Tous les jours, les rivières et les cours d'eau forestiers étaient pris d'assaut par une foule souffrant de la soif et de la déshydratation. Les puits et les réserves d'eau voyaient leur niveau baisser de manière alarmante. Même les stocks de préservation des aliments souffraient de la sécheresse. La situation était telle que des pétitions circulaient déjà pour demander aux services de la ville d'intervenir en organisant des rationnements. Mais, paradoxalement, alors que la foule grondait et que les ressources alimentaires baissaient, le crime avait quasiment disparu de Walnut Grave. Il n'y avait plus de meurtres, plus de viols, plus d'enlèvements, ni de trafic. Depuis la dissolution officielle des Minutemen, le grand banditisme avait laissé la place à de simples délits mineurs allant des vols à l'étalage aux lettres de menaces anonymes. Et maintenant qu'il avait définitivement abandonné le costume du cavalier noir, Cain Miller passait ses journées à assurer la gestion de ses terres et le bien-être de ses employés. Le premier dimanche de juillet, le directeur des chemins de fer était à l'église. Il remplaçait Bill Robinson, qui n'y avait pas mis les pieds depuis 10 ans. Cain ne croyait pas en Dieu, mais il aimait passer du temps avec ses employés. Il se surprit à apprécier écouter les sermons religieux en voyant les sourires des familles autour de lui. Il songea à Bill Robinson. Comme tous les dimanches matins, le vieil homme était au cimetière de Walnut Grave. Cain l'imagina déambuler de pierre tombale en pierre tombale. Toute la famille de Bill l'attendait là-bas. Son épouse, son fils, sa belle-fille, son petit-fils. La soif de vengeance de Bill n'avait toujours pas été étanchée, à cause du rêve idéaliste de Robin Finger et son serment que Cain avait signé. La cloche de l'église sonna. Il était temps de retourner au manoir et de retrouver Billie O'Neill. La jeune danseuse devait déjà être rentrée de ses activités nocturnes. Tout en se laissant porter par le vent et les 1000 parfums de l'été, Cain repensa à sa première rencontre avec Billie, un soir de novembre 1912. Le cavalier noir avait bien failli y passer cette nuit-là, après un énième affrontement au couteau avec un des sbires de Joe Sigel. N'importe qui aurait pu passer et le voir. N'importe qui aurait pu lui retirer son masque et découvrir la vérité. Et ce n'importe qui avait finalement pris la forme d'une danseuse blonde de Virginie, une femme qui par chance s'avéra être des plus adroites pour soigner une plaie ouverte. Depuis ce soir-là, les deux amants se voyaient très souvent à l'aube, tous deux soumis par leurs activités nocturnes. Car Billie se refusait à abandonner son ancienne vie. Elle préférait passer ses nuits dans les petits cabarets du district ouest, à profiter des spectacles et revoir toutes ces femmes qu'elle avait côtoyées pendant plusieurs années au Firefly. Cain arriva finalement jusqu'au manoir. La chaleur avait depuis longtemps fait perdre aux plantes du jardin leur éclat vert d'antan. L'ancien justicier relut la devise du clan Robinson, gravée au-dessus de la porte d'entrée. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu.
Billy se tenait devant lui, dans le grand hall du manoir. Cain se délecta de la perfection de sa chevelure blonde qui masquait ses épaules. L'homme amoureux, sentant son cœur s'emballer à la vue de sa déesse, s'approcha lentement. Cain posa ses mains sur les hanches de Billy. Il huma son parfum. Avec délicatesse, il écarta ses cheveux de sa nuque pour y déposer son baiser le plus affectueux. Il sourit en ressentant les tremblements de son amante quand ses lèvres touchèrent sa peau. Il la voyait rassurée, au point qu'elle ne put laisser échapper un léger gémissement amoureux. Cain adorait entendre ce son. Toujours avec une douceur passionnelle, Billy se tourna en soupirant. Elle dévoila son visage qui avait maintes fois ensorcelé son amant. Cain était complètement vulnérable quand il croisait les pupilles vertes émeraudes de son aimée. Dans ces moments-là, Billy savait comment le border, de quelle manière elle devait caresser ses cheveux, quels mots emplis de volupté elle devait prononcer. Mais, en ce bouillonnant mois de juillet, c'est une grimace d'horreur que Cain exprima en contemplant le visage de sa moitié. Ses yeux, d'ordinaire si enivrants, étaient écarlates et humides. Ses lèvres tremblaient de peur. Et surtout, sa joue droite était souillée d'une empreinte encore ardente. À la vue de ce sceau infâme, la vérité éclata aux yeux de Cain et le fit reculer de dégoût. Quelqu'un avait marqué sa déesse au fer rouge. Sa joue, autrefois parfaite, était désormais ornée de 2 lettres entrelacées qui avaient brûlé sa peau. À partir de ce jour, et jusqu'à la fin de son existence, Billy afficherait à quiconque sa délicate frimousse entachée par un W et un G agressif. Le désarroi de la danseuse humiliée se propagea à son amant, qui laissa à son tour les larmes couler de ses yeux affolés, paralysé d'effroi devant la blessure de sa compagne. Voyant le pauvre homme impuissant, Billy sentit ses forces l'abandonner. Elle s'effondra devant celui qu'elle idolâtrait. Il se passa plusieurs secondes. Aucun des 2 amants ne bougea. Billy était anéanti au sol. Ses mains essayaient vainement de dissimuler sa blessure. De son côté, Cain luttait pour ne pas tomber à son tour. Il partageait la douleur physique et mentale de son amante mutilée. Puis, toujours dans un silence des plus oppressants, la tristesse commença à s'estomper pour laisser place à une colère de plus en plus intense. Cain ressentit la haine se répandre dans tout son organisme. L'ancien justicier retint le volcan qui menaçait d'exploser dans ses artères. Et à son tour, il s'agenouilla pour prendre sa bien-aimée dans ses bras. Les 2 amants restèrent muets, l'un dans les bras de l'autre, pendant une éternité. Billy éclata en sanglots. Ses pleurs s'écoulèrent sur le gilet du costume de Cain. Derrière eux, la porte d'entrée grinça. Bill Robinson apparut. En quelques échanges de regards, il comprit. Et surtout, il vit la joue de Billy. Qui ? Donne-moi un nom, mon amour. Dis-moi qui t'a fait ça. Dis-moi quelle espèce de petite raclure a osé te toucher. Donne-moi le nom de cet enfoiré. Je te promets qu'il va payer au centuple ce qu'il t'a fait subir. Je vais lui enfoncer cette saloperie de fer dans la bouche et je vais le faire hurler. Tu m'entends ? Je t'en supplie, mon amour. Parle-moi. Dis-moi qui.
Après une longue minute de silence, Billy finit par répondre. Toujours larmoyante, elle garda son regard anéanti au sol. C'est terminé, Cain. Il est monstrueux. Il m'a dit que je lui appartenais, que désormais je devrais lui obéir jusqu'à la fin de ma vie. Sa voix, quand Schwartz me torturait pendant que je suppliais, il riait en voyant Schwartz me tuer, et ils m'ont laissé seule avec ça. Sa voix, Cain, je ferai tout ce qu'il voudra. Tout pour ne plus jamais entendre sa voix. Mais Cain resta sourd aux plaintes de son amante. Seul le nom de son tortionnaire résonnait dans sa tête. Le justicier se redressa. C'était comme si son esprit avait quitté son corps. Il se vit se ruer dans sa chambre et vider les placards. En un battement de cils, il portait son costume. Bill tenta de le raisonner, mais Cain l'ignora. Son cœur, comme sa tenue, était noirci. De son visage amoureux ne restait que ses yeux qui dépassaient de son foulard. Il repoussa son mentor et sortit du manoir, sans même jeter un dernier regard vers Billy. Je vais donner à cette ville une vraie raison de craindre le Cavalier Noir! De retour de l'église, Cain avait profité des beautés du paysage. Désormais, il ne sentait ni le vent caresser son visage, ni les 1000 parfums de l'été. Les maisons et les arbres se succédaient sur sa route, mais seul David Schwartz occupait son esprit. Le temps accéléra. Le justicier eut l'impression d'avoir parcouru toute la ville en quelques secondes, aux yeux des passants incrédules. Il déambula par l'est, traversa toute la rue centrale pour finalement atteindre le district nord et l'antre de son démon. Quand il arriva devant la maison, toujours sous le regard des badauds tétanisés, Cain se vit enfoncer la porte d'entrée avec le pied. Le Cavalier Noir se mit en chasse. Schwartz! Où t'es, salopard? Dans la cuisine? Non, bien sûr. Dans le salon? Non plus. Schwartz! Montre-toi! Finalement, après avoir semé le chaos partout sur son passage, Cain finit par trouver Schwartz. Le mercenaire s'était réfugié dans sa chambre, au fond du couloir central de la maison. Cain s'attendait à le voir caché dans un coin, fusil en joue. Mais à la place, il trouva son adversaire étendu au sol, haletant et crachant du sang sur le parquet. Le mal qui rongeait Schwartz le mettait une nouvelle fois au supplice. Sans ménagement, Cain empoigna le mourant. Il le releva et le plaqua contre le mur de la chambre. Le choc fit trembler toute la bâtisse. Il voyait les yeux en larmes du mercenaire. Ses pupilles dilatées sous l'effet de la douleur et de la terreur. Cain retira son foulard. Si je te dis W et G, à quoi tu penses? Je peux plus. Je peux plus respirer. Si je te dis W et G, les lettres W et G, sale enflure, ça te rappelle rien? Tu rigoles? Ça t'a bien fait marrer de mutiler une femme? Ça t'a bien éclaté de l'entendre pleurer pendant que tu lui cramais le visage? Tu crois que tu vas toujours autant te marrer quand je t'aurais fait la même chose sur le front, ordure? Le Cavalier Noir attrapa de nouveau le col du mourant. Les rires cessèrent aussitôt.
Vous étiez deux, sale con. Vous étiez deux à la torturer. Alors maintenant, dis-moi, qui était avec toi pendant que tu martyrisais ma femme? Qui est l'enfoiré qui t'a aidé à faire ça? Pendant qu'il parlait, Kane voyait des visages se succéder dans sa tête. Tous les criminels notoires de Walnut Grave, les fidèles de la cabale du crâne noir, les hommes de main de Robin, les assistants de Bester. À tous ces flashs se rajoutèrent la frénésie de Jerry. Même le défunt Black Jack apparut quelques instants au milieu de la foule. Kane relâcha son étreinte pour laisser du souffle à Schwartz. Soudainement, au milieu des théories macabres qui l'habitaient, une hypothèse monstrueuse le gagna. Il se mit à songer à Martin, aux rumeurs qui couraient à son sujet, aux théories de Harry Fox qu'il avait refusé d'entendre. Le justicier se mit à regretter sa question, car la réponse de Schwartz pourrait être encore plus effrayante que la marque de Billy. C'est Jerry Chester. Bordel de... salopard! Kane se mit à retourner toute la pièce. Il attrapa tout ce qu'il pouvait pour le lancer contre les murs. La colère lui apporta une force surnaturelle. Une lourde armoire se brisa sur le parquet. L'impact en arracha certaines planches qui se répandirent dans toute la chambre. Arrête de me mentir, enfoiré! Je mens pas. C'est Jerry. Le Red Jacket. C'est lui qui m'a ordonné d'aller la trouver. C'est lui qui m'a ordonné de lui faire ça. C'est le Red Jacket qui me l'a offert pour toutes les missions que j'ai assurées avec succès. De quelle mission tu parles? Jerry est parti. Et de toute façon, je ne t'ai jamais vu parler avec lui. Il savait que plus nous serions discrets et plus vous seriez facilement bernés. Et pourquoi il t'aurait donné Billy comme trophée de chasse? Les médocs dans la cuisine. Il y a une seringue et mes médocs. Je dirai tout. Kane se tut. Il observa le mercenaire en larmes qui le suppliait. Son monde venait d'être anéanti. Tout ce qui avait fait son existence avait disparu. Des larmes vinrent de nouveau couler le long de ses joues. En silence, Kane se dirigea vers le couloir. Puis, à la surprise de Schwartz, il prit la direction de la porte d'entrée. Non! Attends! Miller! Mais médocs! Je te jure, je te dirai toute la vérité. Pitié, Miller! Miller! Me laisse pas crever comme ça! Alors qu'il allait franchir le pas de la porte, le cavalier noir eut une idée macabre. Il dissimula une nouvelle fois son visage derrière son masque. À l'extérieur, une petite foule s'était amassée devant la maison, attirée par le vacarme qui y sévissait. Le cavalier noir se révéla au grand jour, flamboyant sous les rayons du soleil. Il jeta un regard noir à la plèbe. Des exclamations de peur résonnèrent dans le troupeau. Je suis le cavalier noir. Cette maison et toutes les âmes qu'elle abrite m'appartiennent désormais. Quiconque osera y entrer finira avec une balle dans la tête. Une fois qu'il eut craché son sermon, le cavalier noir ferma la porte et tourna le loquet. Il retourna ensuite auprès de Schwartz.
le justicier s'approcha au plus près du condamné. Ses yeux rouges plongeaient dans ceux fatigués et implorants du mercenaire. « J'ai fait un serment, David. Plus de victimes, plus de morts à Walnut Grave, plus aucun acte de tuerie, même envers des ordures dans ton genre. Mais tu vois, ce soir, ce serment, je vais le violer. Et même si je dois y rester, je vais cracher sur ce serment. À chaque balle, à chaque coup de couteau, je vais déshonorer le pacte que j'avais signé avec mes amis les plus intimes. Seulement, il est encore tôt. Et toi, tu mourras seul. Personne ne viendra à temps pour te sauver. Personne n'osera franchir cette porte en m'imaginant à l'intérieur. Tu vas endurer ta douleur pendant de très longues minutes. Et à chaque seconde, tu vas envier la vie. Mais j'espère que tu vas surtout penser à tous tes actes. Tu vois, j'ai oublié mon revolver chez moi. Et pourtant je pourrais te tuer tout de suite, de 1000 façons différentes. Mais je ne vais pas le faire. Parce que vois-tu, je souris. Je souris rien qu'en t'imaginant te tordant de douleur sur ton lit pendant encore une bonne heure, appelant au secours comme un dément. Et c'est cette dernière image que j'apprécierais de garder de toi. Tu vas disparaître aujourd'hui et tout seul. Tu aurais pu y passer dans un glorieux combat, mais le destin en a décidé autrement. Alors quand tu arriveras devant les gardiens des portes de l'enfer, préviens-les de faire de la place. Parce que ce soir, je vais leur envoyer de nouveaux pensionnaires. Miller 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 Miller. Et Kane s'en alla, sans même contempler le visage terrorisé de David Schwartz, sans même prêter attention à ses hurlements. Il verrouilla toutes les issues et sortit par une fenêtre de derrière. Il se débarrassa de sa veste noire et arrangea sa coiffure. Il prit le temps d'apaiser son cœur. Une fois redevenu le simple directeur des chemins de fer, avec sa belle chemise et son beau sourire, il repartit au manoir. Pendant toute sa marche, ses pensées n'étaient focalisées que sur un seul homme. Il pensait à Jerry Shuster. Il allait l'abattre, ainsi que tous ceux qui se dresseraient devant lui. Kane s'en voulut de ne pas s'être davantage méfié de Jerry, surtout après sa disparition. Comme toute la ville, il avait cru que Red Jacket avait laissé la forêt des Appalaches l'engloutir. Désormais, il n'y avait plus que la haine dans l'esprit de Kane. Un plaisir sadique l'envahit lentement. Il imaginait déjà le colossal Jerry Shuster gisant au sol, son costume écarlate se confondant avec son sang. Perdu dans ses songes néfastes, Kane arriva au manoir. Les images de Jerry s'évaporèrent et laissèrent place au visage de Billy. Il voulait la toucher une énième fois, lui dire combien il l'aimait. Kane était perdu. Il se sentait vaciller. Il avait besoin de la voir. Il fouilla le manoir et la trouva dans sa chambre. Bill Robinson était assis devant la porte. Il sanglotait dans ses paumes. Une vision d'horreur frappa Kane. De nouveau paniqué, il tenta d'ouvrir. Fermé à clé. Il frappa à la porte. Aucune réponse. Inutile d'insister. Kane l'enfonça d'un coup d'épaule qui le blessa. Il ignora la douleur
et l'aperçut étendue sur son lit, toujours aussi belle, même assoupie. Kane adorait voir Billy dormir. Elle paraissait si sereine. Un court instant, Kane oublia toute la violence dont il avait fait preuve. Le temps semblait en suspens. Plus il observait sa dulcinée, et plus il l'aimait. Il songeait à toutes les promesses qu'il lui avait faites. Ébloui par ses sentiments, Kane mit un certain temps avant de remarquer la longue traînée de sang qui se déversait au sol. Son esprit implosa quand il vit son pistolet dans la main de Billy. Le canon, encore fumant, était toujours collé contre sa tempe.